panel de l'après-midi qui prend place après la conférence introductive du panel de Steve Hill, 1 million. Et dans ce panel, nous avons 3 interventions. Une première intervention qui va être donnée par le docteur Hassan Balaji, une seconde qui va être donnée par l'expert Abdrafi Al-Martawi, et une troisième qui va être présentée par Sidi Khalil Benioui. Je vais vous présenter d'abord les 3 personnalités qui sont aujourd'hui on the floor, et après passer donc à leur donner la parole. Bien, alors en attendant que la logistique s'installe, المداخلة الأولى غادي تكون باللغة العربية حول تقديم القانون 103/12 المتعلق بإرساء يعني أو بتعديل القانون البنكي الذي يحمل في قياده قانون مصرفي المصارف التشاركية، وكذلك الظهير الأخير كنظن جوج 15 أو 12/15 ديال تعديل المجلس العلمي الأعلى. هذه المحاضرة يخدمها الدكتور عبد السلام البلاجي، هو بجانبي وهو متخصص في العلوم السياسية والفقه الإسلامي والمالية العامة، وهو حامل لدكتوراه في أصول الفقه ودبلوم للدراسات العليا في العلوم السياسية ودبلوم للدراسات العليا في المالية العامة. درس الاقتصاد الإسلامي بشعبة الدراسات الإسلامية بكلية الآداب والرباط والقانون الدستوري بكلية الحقوق السويسرية والرباط، وحاليا يدرس ويقدم طلبة في الماستر في المالية الإسلامية بكلية الحقوق بتطوان والرباط ومراكش. هو عضو بالجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي منذ تأسيسها سنة 87، وأصبح رئيسا لها بين 2010 و 2014، ثم تم تجديد انتخابه لرئاستها لولاية أخرى 2015-2019، وهو عضو مؤسس للجمعية المغربية للدراسات والبحوث في ركن الزكاة سنة 1994، وهو كذلك النائب الأول لرئيسها منذ 2010 ورئيس تحرير مجلتها. الدكتور عبد السلام البلاجي مسؤول سابق بإدارة مجلس النواب ووزارة الجالية المغربية بالخارج، ونائب برلماني لمجلس النواب منذ نوفمبر 2011، وعضو لجنة الخارجية بمجلس النواب ونائب رئيسها، ثم عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية حاليا، وعضو لجنة الفدية الاتحاد البرلماني العربي منذ 2012، ممثلا لمجلس النواب المغربي، وهو مستشار كذلك بمجلس مدينة الرباط منذ سنة 2003، ونائب رئيس المجلس منذ 2009، وهو مستشار المولي لدى مؤسسة مؤشر مقاصد الشريعة في ماليزيا، وعضو مجلس أمناء مؤسسة جودة الدولة في تركيا، ويقدم استشارات ودراسات في مجال المالية الإسلامية والتشريع والتربية والتأليف والنشر داخل المغرب وخارجه. فتلاحظون أن السيرة الذاتية للدكتور عبد السلام البلاجي مخضرمة وغنية، وتشمل العمل بالأكاديمي بالعلمي كما تشمل السياسي بالفعل التعليمي والتكويني والبحثي. يليه في المحاضرة الثانية سيدي عبد الرفيع المعطوي، وهو خبير محاسب. Alors, c'est Martawi va nous présenter les exigences d'une bonne gouvernance des institutions financières islamiques. C'est Martawi est expert comptable, commissaire aux comptes et consultant à Casablanca en corporate finance, avec une expérience de plus de 24 ans en conseil. Il est certifié, parmi les rares certifiés auditeurs de Sharia, Certified Sharia Auditor and Advisor par l'AOFI, Accounting and Lending Organization of Islamic Finance Institutions, au Bahreïn. Il est certifié CDIF, CIMA Diploma in Islamic Finance, par CIMA, qui est le Chartered Institute of Management Accountants, qui est basé à Londres. Et il est conférencier et enseignant universitaire, et il est le bienvenu dans le cercle de la finance islamique et de l'expertise en matière de banque islamique depuis plusieurs années. La troisième conférence de ce panel va vous être présentée par Khalid Benioui, qui porte cette conférence sur le retour d'expérience des financements alternatifs et la stratégie de développement futur. Khalid Benioui a 16 ans d'expérience dans la banque conventionnelle puis islamique. Il est membre du directoire et directeur commercial de Dar Safari Tamwil. Il est ex-directeur du réseau retail chez Tijari Wafa.
et ex-chef de projet chez Groupe Soft. Il est en parallèle professeur, conférencier en finance islamique à l'université de Rabat et de Fès, à HEC, l'UIC, ESCA, ENCG, TISIC, ENI, Maali et d'autres institutions. Son background de formation est le suivant. Il est actuellement doctorant en ingénierie financière islamique à Fès. Il a un master en banque et finance de l'université de Tours. Il a un master en ingénierie financière de l'ENI à Rabat et un master en management des systèmes d'information de l'université de Fès. Il est également porteur de certification SIBAFI au Bahreïn, Fiqh and Banking et Takaful, Real Capital Markets Governance, etc. Il est également certifié de Maali Institute. Il est certifié CFI, oui c'est original, c'est la certification comptable des normes comptables américaines de l'Eugenia Institute. Également certifié de l'USC Paris en stratégie et gestion bancaire et de la Harvard Business School Cambridge en management de développement professionnel, et il est co-auteur d'un ouvrage en cours de publication qui s'appelle La finance islamique, pourquoi, et d'un autre ouvrage, Le marketing bancaire islamique. Bien, vous avez maintenant une idée de nos conférenciers. Je vais passer la parole maintenant que la logistique est prête. نفتح المجال الدكتور عبد السلام بلاجي باش يحدثنا على قانون والظاهر المتعلقين بإرساء المصارف التشابكية في المال. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شكرا للأخ الدكتور أحمد الحلو. شكرا مجددا لكل الحضور. اسمحوا لي في البداية أن بالنسبة للإخوان والأخوات الذين لا يتقنون اللغة العربية اسمحوا لي لأن سأتحدث باللغة العربية. على كل حال سنتعاون في هذا الموضوع إن شاء الله. الموضوع الذي اقترح علي هو قراءة في القانون متعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة بها، وكذلك في الظهير الشريف المتعلق بإعادة تنظيم المجالس العلمية. أريد في البداية أن أقول صحيح أن المغرب تأخر في هذا الموضوع، في موضوع البنوك التشاركية والإسلامية، ولكن تأخره لم يكن كله سلبيا. لماذا؟ عدد من الدول العربية التي سبقته في هذا المجال إلى الآن لا تتوفر على أساس قانوني. فمثلا في مصر منذ حوالي 35 سنة تفتح البنوك الإسلامية بمكالمات هاتفية، وقد تغلق بمكالمات هاتفية. ليس هناك أي أساس قانوني إلى حد ذلك. وحتى في تونس التي سبقتنا منذ الثمانينات كان نفس الإشكال، لم يكن هناك أساس قانوني. وسوريا نفس الإشكال. بل فالمغرب صحيح تأخر، ولكنه أسس الأمور على أساس قانوني واضح. وحتى حينما بدأنا نحن في 2007 بدأنا ببدايات التي كانت عند الدول الأخرى بواسطة منشورات والي بنك المغرب، وهي على الأقل تعتبر أساسا قانونيا ولو كان ناقصا. بالنسبة لمحاور العرض هي 4. أولا مصطلح البنوك التشاركية، ثانيا مجال تطبيق ومنتوجات البنوك التشاركية، ثالثا هيئات المطابقة الخارجية، اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، ووظيفة التدقيق الداخلي، رابعا الضمانات المقدمة للبنوك التشاركية وعملائها. في البداية أريد أن أشير إلى أن بالنسبة للباحث والطالب حينما يريد أن يبحث في البنوك التشاركية في
المغرب عليه أن لا يقرأ فقط القسم الثالث من القانون، أي من مادة 54 إلى المادة 70، وإنما يجب عليه كباحث أن يقرأ القانون من مادة 1 إلى المادة 196 كاملة، لأن المواد الأولى تتعلق بشروط التأسيس، تتعلق بشروط الاعتماد، وتتعلق بالخدمات والمنتوجات التي تقدمها البنوك كلها، ومن ضمنها البنوك التشاركية، لأن سنأتي في المواد الأخرى وتشير هذه المواد إلى أن البنوك التشاركية من حقها أن تقدم المنتوجات المنصوص عليها في المادة 7 و8 و9 و16. إذا فلا بد للباحث أن يكون ملما وكذلك حتى المهني أن يكون ملما بالقانون كله. إذا المحور الأول حول مصطلح البنوك التشاركية. هناك نقاش داخل المغرب وخارجه، لماذا تسمى هذه البنوك في المغرب بنوكا تشاركية ولا تسمى بنوكا إسلامية؟ المبررات التي تقدم هنا في المغرب تجعل من اختيار هذا المصطلح اختيار مناسب، وقد سبقتنا إليه تركيا في الثمانينيات، كذلك بالمذكرة للبنك المركزي اعتمدت البنوك الإسلامية وسمتها البنوك التشاركية، لأن هذا الاسم مصبوغ نعتبره أنه اسم مناسب. أولا لأن الإسلام نفسه لم يطلق وصف الإسلام على شريعته ومؤسساته. المؤسسات التي جاء بها الإسلام أو التشريعات التي خالف بها الفترة السابقة فترة الجاهلية صحح كثيرا من المفاهيم ومن المعاملات ومن العبادات ومن العقائد، وميزها عن ما كان سابقا، ولكنه لم يسميها إسلامية، بمعنى أنه يمكن أن هذا الاسم ليس اسما مطلوبا من الناحية الشرعية. ثانيا هناك حساسيات نعرفها لدى المجتمع ولدى البنوك التجارية التي تعمل في المغرب منذ مدة طويلة، وقدمت للاقتصاد المغربي خدمات مهمة وجيدة جدا، وكذلك قدمتها لكثير من البلدان الأفريقية. فكثير من المراقبين والفاعلين يعتقدون ويعتبرون أن تسمية البنوك التشاركية الإسلامية سوف يكون كأنه اتهام مبطن بالبنوك الأخرى. المسألة الثالثة هو أن المعاملات أو المنتوجات التي تقدمها البنوك التشاركية يغلب عليها، ليست كلها ولكن يغلب عليها طابع التشارك واقتسام المخاطر مع عملائها. المعطى الرابع ويغفله كثير من الباحثين، وهو أن إذا افترضنا أننا أصررنا على الاسم الإسلامية فالدستور المغربي يخرجها من دائرة الاختصاص الحكومي إلى دائرة اختصاص الملك باعتباره أميرا للمؤمنين، وهذا إشكال دستوري مهم. ورأينا كذلك اعتبار خامس لم ننص عليه ولكنه موجود، وهو أن كثير من البنوك الناجحة كمثال بيت التمويل الكويتي وبنك المعاملات الماليزي وغيرها كلها لا تحمل هذه الصفة وليس هناك أي إشكال. المحور الثاني يتعلق بمجال التطبيق، لأن القسم الثالث من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها هو نفسه مقسم إلى هذه الأقسام، إلى يعني التعريفات ومجال التطبيق، ثم هيئات المطابقة، ثم أحكام مختلفة.
فنحن المحور الأول هو طبيعة الحال حول العنوان، والمحاور الثلاثة هي موجودة في القاعدة. إذا مجالات التطبيق. مجال التطبيق القسم الأول من هذا المجال هو المنتوجات التي تقدمها هذه البنوك التشاركية. المادة 54 أولا تعرف البنوك التشاركية، تعطيها تعريفا، وهي أنها أشخاص اعتبارية تزاول الأنشطة التي تمارسها بقية البنوك المشار إليها في المادة الأولى والمادتين 55 و 58. المادة الأولى، ثم سنرى فيما بعد المواد 7 و 8 و 9 و 16. إذا كل الخدمات التي تقدمها البنوك التقليدية في مجال خدمات الاستثمار، عمليات الصرف، العمليات المتعلقة بالذهب والمعادن النفيسة، عمليات تأمين الأشخاص والقروض، عمليات تأجير المنقولات والعقارات، خدمات الأداء، كل هذه مفصلة في المواد 7 و 8 و 9 و 16. هذه الخدمات كلها تقدمها البنوك التشاركية شريطة أن تتوافق مع الشرط الوارد في المادة 54. وهذه المادة 54 تمنع على البنوك التشاركية أن تتعامل أو أن تحصل الفائدة أخذا أو عطاء أو ممانعة. وحتى نفهم لماذا هذا النص بهذا الشكل نرجع إلى القانون التجاري سنة 1948 الذي مادته الخامسة كانت تمنع اشتراط الفائدة من المسلمين، فتم تأويلها على أساس أن البنك شخصية اعتبارية، والشخصية الاعتبارية ليس لها انتماء ديني، فلذلك حين يتعامل مع الفرد المسلم فليس هناك إشكال. فالقانون هنا المادة 54 لإزالة هذا الالتباس وإعطاء اطمئنان للزبناء، لأن كثير من الزبناء كانوا يتخوفون ويقولون إن هذا يعني ربما مجرد تحايل كذا من أجل اجتذاب يعني ادخارات واستقطابها. فالمشرع لكي يزيل هذا الإشكال قال يعني تحصيل الفائدة أخذا أو عطاء أو منع، لأن ربما يجي التأويل أخذا بوحدها ما كاين مشكل وعطاء بوحدها ما كاين مشكل، فهو قال أخذا أو عطاء أو منع. إذا المنتجات الثانية التي تقدمها هي العمليات التجارية والمالية والاستثمارية بعد الرأي بالمطابقة الصادرة من المجلس العلمي الأعلى. ثالثا تزاول أنشطتها بعد رأي بالمطابقة صادر عن المجلس العلمي الأعلى، يعني داخل في الترخيص. رابعا ذكرنا لا تؤدي أنشطتها إلى تحصيل الفائدة أخذا أو عطاء ومنعا. خامسا تنص المادة 61 على أنه يمكن لمؤسسات الائتمان المشار إليها في المادة 10، إذا خصنا عاوتاني نرجعوا نقراو المادة 10 عملنا بين قوسين وهي البنوك وشركات التمويل، يمكنها مزاولة عمل البنوك التشاركية شريطة الحصول على إذن والي بنك المغرب وفق شروط محددة. دائما نتابع في مجال التطبيق عفوا المنتوجات التي تقدمها هذه البنوك. إذا مجال التطبيق. ثانيا المنتوجات الخاصة. المنتوجات الأولى هي عامة، والمنتوجات هذه هي الخاصة بالبنوك التشاركية. أولا المرابحة، باش ما نطولش بحال الوقت، يعني ما غادي نكتفي بالعناوين كلما كان الأمر مفهوما، لأن واحد عدد الأمور مفهومة. ثانيا الإيجار، ولكن الإيجار نفسها تنقسم إلى تشغيلية وإيجار منتهي بالتمليك. إذا اللي كنقولوا المرابحة كنقولوا إيجار، ما كنقولوش اثنين، كنقولوا ثلاثة، لأن الإيجار مقسومة لقسمين. ثالثا المشاركة نفسها مقسومة إلى قسمين، مشاركة ثابتة ومشاركة متناقصة، إذا ولاو عندنا 5. ثم رابعا اللي هي خامسا المضاربة، ثم خامسا السلام،
سابعا، ثم ثامنا الاستصناع. إذا عندنا 6 ولكن 2 كل واحد فيهم فيه 2 اللي هو المرابحة والمشاركة. إذا في النهاية كتولي عندنا 8 بالإضافة للعمليات السابقة. هذا مع الإشارة إلى أن السلم والاستصناع اقترح من طرف البرلمان، أما في الأصل جاء في المشروع الحكومي 4 ديال المنتوجات، ولكن السلم والاستصناع يعني مضيفة من طرف البرلمان، علما أن هذه المادة كذلك تنص على أن بإمكان البنوك التشاركية أن تمول عملائها بواسطة أي منتوج آخر يطلبه الزبائن. إذا طلب الزبون عقدا آخر أو منتوجا آخر غير المنتوجات ال8 يمكن للبنك التشاركي أن يتعامل مع زبونه بهذا العقد شريطة الحصول على رأي بالمطابقة من المجلس العلمي الأعلى. إذن سنصبح أمام عقود متعددة وغنية وتلبي كل حاجات الزبناء، وعلما كذلك أن البنوك الإسلامية في العالم تتعامل الآن بحوالي 16 عقدا. إذا طلب الزبون عقدا جديدا يمكنه، وعلما كذلك أن البنوك التقليدية التي تشتغل منذ حوالي 4 قرون ونصف عندها عقد واحد وهو عقد القرض. هنا يعني المنتوجات الأخرى الأخ وائل طرح قضية التمويل الأصغر، وفي الحقيقة ليس منتوجا مستقلا، بحيث أنا قلت بأن في الصباح كاين 6 ركائز ديال المالية الإسلامية ما دخلش فيها التمويل الأصغر، على اعتبار أن التمويل الأصغر هو يعني مجال، يعني هذيك العقود اللي ذكرنا كلها كتعمل في التمويل يعني الأصغر يعني بشروط مخففة، ولكن كنا حنا كنطمحوا، وأنا شخصيا نقدم التعديل باش يدخل التمويل الأصغر بحال بعض البلدان خاصة السودان اللي كتلزم يعني القانون كيلزم على البنوك الإسلامية أنها تخصص 12% من الحفاظة ديالها المالية لصالح التمويلات الصغرى. هذا ما تحققش، ولكن كاين إشارة في المادة 61 أنه يمكن لمؤسسات الأداء وجمعيات السلفات الصغيرة والبنوك الحرة مزاولة بعض العمليات المشار إليها في هذا القسم بشكل حصري. وفعلا واحد العدد ديال الجمعيات تأسست باش تخدم في المجال التشاركي، وهذا كذلك يمكن الباحثين الشباب يتكلموا لنا في البحوث ديالهم، بعض البحوث على إمكانية استفادة التمويل الأصغر من القانون ديال البنوك التشاركية. ثالثا هيئات المطابقة. هيئات المطابقة تنقسم إلى قسمين: هيئة المطابقة الخارجية وهي اللجنة الشرعية للمالية التشاركية المنبثقة عن المجلس العلمي، ثم وظيفة التدقيق، هي سميت في المشروع بهيئة التدقيق الداخلي، ولكن كان هناك إشكال تشريعي، وهو أن هناك هيئات أخرى في القوانين المتعلقة بالبنوك تسمى هيئة التدقيق، فخوفا من وقوع أي التباس تم تغيير هذا المصطلح. إذا عادة هذه الهيئات المطابقة في البلدان العربية الإسلامية تسمى بهيئات الرقابة الشرعية. وهنا أريد أن كذلك بالنسبة للباحثين أن يهتموا بهذا الموضوع، لأن في الحقيقة هذه الهيئات اللي تسمى هيئات الرقابة الشرعية هي لا تقوم بالرقابة، هي تقوم بمطابقة المنتوجات البنكية مع الشريعة الإسلامية، ولكن خطأ سميت هيئات المراقبة وبقي هذا الاسم يعني ملازما لها، ولذلك حتى الإشكالات التي أثيرت حولها حول استقلاليتها هي مرتبطة بمصطلح المراقبة وليس بمصطلح
المطابقة. ولكن المغرب تجنب هذه الإشكالات وجعلها هيئة مستقلة بطبيعة الحال. في المشروع الأول كان هذه الهيئات يمدها بنك المغرب باللوجستيك والإدارة، ولكن في المشروع النهائي الذي يعني سبق عليه اللوجستيك الحكومي حدث هذا المقتضى حتى لا تكون لها استقلال للتالي وتكون يعني بطبيعة الحال غير خاضعة لا للبنك المغرب ولا لغيره. إذا المجلس العلمي الأعلى يكون هذه اللجنة. صدر ظاهر الاختصاصات التنظيم يتعلق بتنظيم المجالس العلمية، صدر في الجريدة الرسمية في 9 فبراير الماضي، وأدخل عددا من المواد الجديدة لكي ينظم هذه اللجنة أو هذه العملية المطابقة، وسمى اللجنة المشرفة عليها باللجنة الشرعية للمالية التشاركية، علما أنه في المسودة الأولى التي نشرت على موقع الأمانة العامة للحكومة للقانون بإشراف القانون كانت تتحدث عن اللجنة المالية للشريعة. المصطلح حتى هو كان شوية مرتبط، اللجنة المالية للشريعة، ولكن حدث هذا. إذا هذه اللجنة أولا تكوين اللجنة تتكون من عشرة أشخاص، 9 أعضاء ومنسق، ويشترط فيهم الظاهر شروطا مهمة جدا، ويكونوا من العلماء المشهورين بالعلم والقادرين على الفتوى والملمين بهذا الجانب الذي يعملون فيه، وهي شروط بطبيعة الحال شروط مهمة. وهذه اللجنة يعني لها أعمال متعددة. أولا إصدار الآراء بالمطابقة، ثانيا النظر في المنتوجات المقترحة من طرف البنوك التشاركية يشرنا لها قوية، ثالثا تلقي تقارير تقييمية من البنوك التشاركية نهاية كل سنة محاسبية، ثم يعني الرقابة أو المطابقة الداخلية وهي وظيفة التقييد بآراء المجلس العلمي الأعلى. إذن هذه اللجنة الخارجية هي ذات وظيفة للمطابقة، ولها يعني جانب تشريعي يعني توافق على المنتوجات الجديدة، ولها جانب للمتابعة عن طريق التقارير التقييمية. أما يعني الوظيفة التي تحدد داخل البنوك فهي للتدقيق والتقيد بآراء المجلس العلمي الأعلى، ومهمتها التعرف على مخاطر عدم المطابقة، والسير السهر على وضع الدليل والمصادر من الواجب احترامها، والتوصية باعتماد التدابير المطلوبة، وتحديد شروط وكيفيات تحدد شروط وكيفيات تسيير هذه الوظيفة بمشروع يصدره والي بنك المغرب. اللجنة أشرت إلى تكوينها وأشرت إلى اختصاصاتها فلا داعي للتكرار خاصة مع ضيق الوقت. رابعا وأخيرا أحكام مختلفة. هذه الحقيقة العنوان المناسب لها هي الضمانات، ولكن نحن سألنا في البرلمان لم نقدم تعديلا. لماذا؟ لأن هذه الأحكام مختلفة. نعرف جميعا أن البنوك التشاركية تعاني في كثير من الحالات من نقص السيولة بسبب أن الأموال التي تودع لديها تكون مشغلة في هذه العقود في نطاق ما يسمى بالاقتصاد الواقعي. لذلك قد يأتي المودعون ويطلبون أموالهم فلا يجدون السيولة الكافية. لذلك نص القانون على إحداث صندوق للضمان، وهي فكرة مأخوذة من ماليزيا، من الجامعة الماليزية، من أجل يعني مساعدة البنوك التي تكون في وضعية صعبة. نحن اقترحنا إجراء آخر كذلك هو موجود في ماليزيا، وهو أن البنك المركزي كما أنه يعطي قروضا بفائدة ميسرة للبنوك التقليدية، كذلك ينبغي أن يعطي، وهذا موجود في ماليزيا، تسبيقات قابلة للإرجاع، أي قروض بدون فائدة لهذه البنوك في وضع صعب. البنك المغرب لم يريد أن يغامر في
البدايه بتحمل هذا العلم، فربما مستقبلا ان شاء الله يكون هذا التعديل قابلا للادخال. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله. شكرا دكتور بليجي على هذا العرض القانوني والذي يحمل في طياته كذلك الخبره البرلمانيه وجرد لمراحل تطور التشريع بخصوص هذا المجال سواء من جانبه العملي أو من جانبه الشرعي. ثم ننتقل الآن للمداخلة الثانية اللي غادي يقدمها سي عبد الرحمن معطاوي. Le sujet est le suivant: les exigences d'une bonne gouvernance des institutions financières islamiques. تحتاج الكاميرا؟ تفضل سي معطاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله. سيدي عمر علوي Merci Serge. Alors, Haïdar, Haïdar. moi, vous parler un petit peu des exigences de gouvernance des futures banques participatives. Je vais essayer autant que faire se peut d'apporter une vision un petit peu indépendante, de vous brosser un petit peu ma vision du cadre légal existant et de ce qui est attendu dans un futur proche. Donc, pourquoi je parlerai d'exigence? Parce que tout simplement parce qu'on est en période très réglementaire. Donc ce qui est attendu maintenant, principalement, ce sont les fameuses circulaires de Banque Maghreb qui se font désirer. Donc on va essayer un petit peu d'en profiter, de ce laps de temps qui nous est donné pour exiger un certain nombre de choses. Gouvernance, pourquoi parler de la gouvernance aussi? Parce que la gouvernance va être un élément déterminant dans la réussite ou pas des futures banques participatives dans notre pays. Tout simplement parce qu'on part d'un constat, c'est que la gouvernance d'une banque islamique, c'est à la fois la gouvernance d'une banque classique, conventionnelle, mais c'est également à un degré supérieur, à un autre étage, la gouvernance selon une loi islamique, selon un Coran, selon une sunna, selon un fiqh et j'en passe. Alors la gouvernance de la banque classique, de la banque conventionnelle, elle a été issue donc, de tous les travaux qui ont été faits au long des années, donc les fameux travaux de Bâle, donc le comité de Bâle, les fameuses recommandations de Sarbanes-Oxley aux États-Unis, les fameuses règles de COSO, de la RSE, donc la responsabilité d'entreprise, etc. Mais là, quand on parle de gouvernance islamique, on est à un degré beaucoup plus supérieur. Donc peut-être quelques-uns me diraient que ça devrait être la même chose. Moi je dirais que ça devrait être à un niveau supérieur, tout simplement parce que dans notre pays, les attentes relatives aux banques islamiques sont très fortes. Donc les attentes de la gouvernance sont également très fortes. Jumelé à ça, dans un pays dont la culture orale est très importante, dont la rumeur aussi est très importante. Donc nous devons de vaquer tous les risques, donc, principalement ce qu'on appelle le risque réputationnel de la future banque islamique. Nous devons le vaquer en préventif par un système de gouvernance fiable et haut niveau. Donc système de gouvernance, ça implique tous les acteurs, toutes les parties prenantes de la future banque islamique. Premièrement, le régulateur à travers les lois et les règlements et les directives qu'il émet. Deuxièmement, la banque elle-même, donc la banque islamique. On ne gère pas une banque islamique comme on gérerait une banque conventionnelle. Donc les exigences relatives aux banquiers lui-même sont aussi importantes. Troisièmement, les exigences du client lui-même sont aussi importantes. On ne peut pas n'importe qui peut être client d'une banque islamique et s'y sentir à l'aise. Et dernièrement, donc, tous les acteurs, donc à savoir les auditeurs, l'État en tant que réglementaire de la fiscalité et de la comptabilité également. Alors, ce
ce que je vous propose, c'est rapidement de vous brosser un petit panorama international de ce qui existe, avant de faire un complément par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure Dr Balaji sur le cadre légal marocain. Et ensuite, donc, je vous apporterai donc, ma propre vision des points qui restent à réglementer, des attentes et des réglages qu'il faudra faire. Alors, sur le plan international, deux organismes internationaux se taillent la part du lion de la réglementation, à savoir le fameux IOFI au Bahreïn, donc qui s'est attaché à tout ce qui est comptabilité, audit et accessoirement gouvernance. Et puis vous avez donc l'IAFSB donc en Malaisie, donc qui lui s'est attaché donc à la réglementation de tout ce qui est gouvernance. Donc ce sont deux organes qui ont fait du bon travail, donc certes incomplet jusqu'à maintenant, mais ça reste du bon travail, ça reste un socle important au développement donc, des banques islamiques de par le monde. Et c'est ce qui fait la grande partie du système de gouvernance et d'audit des banques islamiques dans le monde. Donc l'IOFI, il a préparé un certain nombre de normes. Malheureusement, les normes comptables et les normes de gouvernance ne sont pas très développées. Donc ce qu'ils ont développé, c'est les normes Sharia. Donc 48 normes Sharia. Donc ils reprennent les produits un par un, donc Molabaha, etc. Ils sont obligatoires dans 8 pays uniquement. Et ils sont recommandés dans d'autres pays. Alors, le Sharia Board à l'international est une innovation propre à la finance islamique. Donc, à part les organes classiques de régulation, à savoir le commissaire aux comptes, à savoir l'administrateur indépendant, etc., on s'est ajouté une innovation qu'on a appelée Sharia Board et qui a une double mission. Donc, à la fois une mission de fatwa, émettre des fatwas, des avis conformes, et c'est l'option qui a été retenue au Maroc. Donc le CSO, le Conseil supérieur des oulémas, est un organe de fatwa, un organe d'avis conforme, mais à l'international, il a une autre prérogative, c'est le contrôle. Donc il émet une fatwa a priori, mais il vient après pour contrôler et pour certifier. Donc il a une double casquette, fatwa plus certification et contrôle. Donc au Maroc, on va le voir, on a pris une option. Donc c'est Balaji vous en avez parlé, donc on avait l'option de la fatwa. Et on va parler de l'option du contrôle. Qui c'est qui doit faire le contrôle? Donc, nous avons trois configurations à l'international qui prévalent. Premièrement, nous avons un modèle centralisé. Donc, il a été retenu par 3 pays importants, dont la Malaisie, le Pakistan et l'Indonésie. Donc, ils ont retenu un Sharia Board central. Donc, tous les pays, toutes les banques islamiques dans le pays sont gérées par un Sharia Board central qui est géré au sein de la Banque centrale. Donc c'est une option qui a été retenue dans un projet au Maroc, mais qui a été abandonnée par la suite pour l'option actuelle, à savoir un jumelage entre la Banque centrale et le Comité supérieur des oulémas. Et nous avons une deuxième configuration à l'international, c'est un modèle libéral. Donc c'est le modèle qui prévaut dans les pays du Golfe, à savoir que chaque banque est libre donc, de nommer elle-même son propre Sharia Board, qui est un cabinet externe composé d'oulémas, donc qui maîtrise la chose et qui donne les fatwas et qui certifie les comptes. Donc c'est le modèle qui prévaut sur la scène internationale. Et puis nous avons quelques pays qui ont joint l'utile à l'agréable, qui se sont concoctés donc un système hybride, donc qui prend des caractéristiques de la première et de la deuxième. Donc le Maroc pourrait être classifié là-dedans. Alors, la configuration standard, elle est comme ça, dans les pays du Golfe. Donc, vous avez l'Assemblée générale de chaque banque qui, en plus de désigner périodiquement un auditeur légal, désigne également un Sharia Board externe. Donc, c'est le principe de la liberté, de la souveraineté de l'Assemblée générale. Et vous avez en interne un outil Sharia interne, donc qui prépare le travail et qui travaille la main dans la main avec l'auditeur légal et le Sharia Board externe. Alors le problème qui prévaut à l'international, c'est que vu cette libéralité, ce libéralisme, je dirais, ils sont tombés dans les travers du capitalisme, je dirais, sauvage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nomination du Sharia Board est devenue tellement un élément de luxe que les banques se veulent bien s'attacher les services d'un tel et pas d'un tel, parce qu'un tel est laxiste, parce que l'autre n'est pas, etc. Donc on est tombé dans ce que je dirais un
business de Sharia Board. Vous avez par exemple des membres de Sharia Board qui sont membres dans plus de 70 à 80 banques islamiques. Donc comment ils font le travail sur le terrain? Donc je ne sais pas comment ils font sincèrement. Donc le Maroc, il a été intelligent, hein, il a choisi une solution qui est, je dirais, maîtrisée. Donc c'est un Sharia Board central, hein, c'est des oulémas qui sont indépendants, ce n'est même pas la banque centrale. Donc c'est des oulémas. Alors maintenant, on va le voir par la suite, est-ce que la loi actuelle a donné les pouvoirs et les moyens nécessaires à ce Sharia, à ce comité Sharia, pour faire du bon travail. Alors, quelques caractéristiques du Sharia Board externe à l'international. Nous avons dit qu'il est désigné par une assemblée générale. Donc c'est un organe collégial, minimum 3 membres. Il a une double mission, donc j'en avais parlé. Il émet des décisions qui sont opposables au banque. Ça c'est très important. Quand le Sharia Board dit quelque chose, la banque l'exécute. C'est un pouvoir qui dans le monde n'est donné à personne, même aux auditeurs, aux commissaires aux comptes, on ne leur donne pas le pouvoir d'opposer des décisions à la banque. Et puis le Sharia Board émet un rapport annuel général. C'est un rapport de conformité des transactions de la banque à la Sharia. Et puis on lui demande, in fine, de travailler sur 3 points particuliers et d'émettre un avis sur eux. Donc les comptes d'investissement participatif, les fameux CIP, le calcul de la zakat, est-ce que la banque a calculé la zakat et l'a reversée à quel droit, et puis la purification des revenus illicites de la banque, donc qui sont au maximum de 5% de son chiffre d'affaires annuel. Alors, je vous brosse rapidement une rétrospective réglementaire de ce qui existe au Maroc jusqu'à maintenant. Donc jusqu'à maintenant, nous avons eu droit à 2 lois qui sont d'ailleurs. Donc la première loi, elle était passée en 2014, c'est les fameux secours. La deuxième loi, elle est passée en janvier 2015, donc c'est la loi 3403 relative. C'est la loi bancaire, donc qui a édicté dans les produits participatifs dont a parlé le Dr Belagi. Ensuite, janvier 2015, on a eu droit au DAER sur le comité Sharia. Très bien. Donc ce qui reste maintenant, ce qui reste dans le pipe, c'est les fameuses circulaires de McNamara. Donc chaque fois on nous dit c'est tel mois, etc. Donc la dernière information c'est pour avril, donc moi je pense que ça sera pour après. Et je dirais que ces circulaires-là, c'est l'essentiel de la réglementation. Donc jusqu'à maintenant, nous n'avons pas, moi en tout cas, je n'ai pas une idée très claire sur la physionomie de la gouvernance qui sera mise en place. Donc, comme je dirais, l'échographie n'est pas très claire. Donc on sait qu'il y a un bébé, qu'il est en bonne santé, mais l'échographie n'est pas très claire parce qu'on n'arrive pas à avoir une idée sur l'ensemble de ce qui va exister. Donc les circulaires, elles vont conditionner dans un sens ou dans un autre le niveau de la gouvernance de ces banques-là. Et nous avons également les agréments des banques et des produits qui restent aussi à venir. Donc ça, à la limite, c'est une formalité parce que ça va être l'apanage de la Banque centrale. Donc c'est elle qui va décider exclusivement de l'agrément des banques. L'agrément des produits, on va le voir, il va être décidé par la banque, mais après avis conforme du comité supérieur de l'agrément. Et nous avons aussi la loi sur l'assurance Takaful qui est très importante pour le devenir et pour compléter donc tout le tableau de ces banques. Alors, deux caractéristiques majeures de ce système au Maroc, c'est que premièrement, tous les droits, presque tous les droits, sont donnés à la Banque centrale. Donc, la Banque centrale a les droits étendus de réglementation et de contrôle avec l'appui du comité supérieur de l'OMA. Deuxièmement, le cadre opérationnel reste libéral. Il permet aux banques participatives une grande marge de manœuvre. Je vous donne un exemple. Donc, tout ce qui est ingénierie financière, ça va être possible pour les banques. Donc, sans revenir à la loi, sans amender la loi, chaque banque qui estime nécessaire de concocter un produit Sharia compatible qui n'est pas dans les 6 produits principaux et dans les 8 secondaires, pourra donc, avec un simple avis du comité supérieur des oulémas, lancer son produit. On n'aura pas besoin chaque fois de revenir au Parlement, tout ça.
Deuxièmement, pourquoi il est libéral aussi? Parce que toutes les configurations de fonctionnement des banques vont être possibles. Donc les banques pourront travailler en Islamic Windows, il n'y aura pas de problème. Donc une banque va faire du conventionnel et du participatif, il n'y aura pas de problème. La banque qui voudra faire que du participatif pourra le faire, etc. Donc toutes les configurations sont permises dans un premier temps, mais j'estime nécessaire qu'il faut que dans une seconde étape, il faudrait qu'il y ait une spécialisation des banques. Donc je prends l'exemple du Qatar qui a décidé par une décision en 2011 donc de séparer les deux activités au sein du même banque. Donc avant c'était un petit peu n'importe quoi. Donc le régulateur n'a pas une idée très précise sur ce qui se faisait. Donc ils ont sorti une loi qui a chamboulé le système chez eux pour dire ceux qui veulent faire de l'islamique ils le font, ceux qui veulent faire de du conventionnel ils le font. Alors un petit tableau sur la loi, qu'est-ce qu'elle permet? Donc elle permettra l'existence de 6 circulaires dans un premier temps, c'est ce qui est prévu. Et elle permet aussi que les banques participatives émettent 2 rapports annuels. Donc un rapport pour la Banque centrale et un rapport pour le comité Sharia indépendant du comité supérieur des ulama. Et ce n'est pas les mêmes rapports. Parce que le premier, le rapport qui sera émis pour la Banque centrale, il fera l'objet d'une circulaire d'application qui va en parler, alors que le rapport annuel de la conformité qui sera adressé au Conseil supérieur des ulama ne le sera pas par circulaire. Alors, ce qui saute aux yeux, c'est que donc le comité Sharia de la finance participative va émettre 4 avis conformes pour 4 circulaires. Alors que l'avis du comité des établissements de crédit va être demandé pour pratiquement toutes les circulaires. Donc, et puis, ce qui saute aussi aux yeux, c'est que le comité supérieur de l'ulama n'aura pas son mot à dire sur la circulaire qui va parler de la fonction de conformité en interne. Et il n'aura pas son mot à dire aussi pour l'agrément des banques participatives, qui, comme j'ai dit, va être la propriété exclusive de la Banque centrale. Donc un petit schéma pour récapituler un petit peu les relations entre les protagonistes. Donc la Banque centrale va émettre toutes les circulaires. Elle va donc en confier quelques-unes au comité Sharia pour agrément. Et puis donc les banques participatives vont émettre donc deux rapports différents, l'un à la Banque centrale et l'autre au CSO. Alors, les attentes et les recommandations, rapidement. Donc, premier point, il concerne le rôle et la mission du Conseil supérieur des ulama. À mon avis, il faut l'étendre. Donc, il ne faut pas parler uniquement de fatwa, parce qu'il faut parler après de contrôle. Deuxièmement, l'usage des rapports de conformité annuels devrait être précisé. Donc, il n'est pas prévu qu'il y ait une circulaire qui va parler de rapport de conformité adressé au CSO. Donc, il faut que le contenu soit standardisé, il faut que le rapport soit réglementé, audité et peut-être publié. Troisième élément, le CSO, à mon avis, devrait être impliqué dans la constitution des fonctions de conformité, la nomination, les compétences, le positionnement dans la hiérarchie. Il faut essayer d'avoir un minimum de règles d'indépendance et de compétence de cette fonction-là. Quatrième élément, l'auditeur externe, le commissaire au compte de la banque participative, n'a pas été impliqué jusqu'à maintenant, ni dans la conception de la loi. Il ne sait même pas quel sera son rôle. Est-ce qu'il aura un rôle à jouer dans le contrôle des activités par rapport à la charia ou pas? Est-ce qu'il aura des diligences complémentaires, etc. Cinquième élément, un ensemble d'éléments en fait techniques qui devraient être attaqués et desquels dépendra certainement la réussite ou l'échec de ce projet-là. Premièrement, le partage des pertes et des profits des comptes d'investissement participatifs. C'est le nerf de la guerre pour une banque islamique. Quand je dépose mon argent dans une banque, je peux le déposer dans Wadira, qui est donc garanti par la banque en cas de perte, et je peux le déposer en CIP, donc qui n'est pas garanti, et
la banque est appelée à le faire fructifier par un compte Mudaraba. Et je supporte le risque en cas de perte de ce compte-là. Donc il est prévu qu'il y ait une circulaire sur ça, mais quel est le niveau d'exigence de cette circulaire, on ne sait pas encore. Deuxièmement, le traitement des pénalités de retard des impayés, donc la purification. Et il n'est pas prévu qu'il y ait une circulaire sur ça, alors que c'est un point important. Donc il ne devrait pas y avoir des pénalités d'intérêt, il pourrait y avoir une pénalité de retard à la discrétion de la banque, mais il faut qu'elle soit reversée à un organisme externe. Alors quels sont ces organismes externes? Est-ce que ce sont les associations à but intérêt public, etc. On ne sait pas encore. Troisièmement, l'activité des fenêtres islamiques n'est pas très prévue dans la réglementation. Donc une banque qui va faire les deux activités, comment elle va gérer l'étanchéité sur le plan de la comptabilité, sur le plan des RH, etc. Les normes comptables, pour l'instant, il n'y a rien. Est-ce qu'on va adapter le PCEC ou on va créer un plan comptable spécifique à cette activité? Des provisions techniques, des provisions de lissage qui vont être très importantes pour le fonctionnement des futurs banques islamiques. On ne sait pas comment elles vont être opérées, retenues, etc. Les normes de reporting et de benchmarking interbancaire, donc rien n'est prévu jusqu'à maintenant. Et il n'est pas prévu qu'il y ait une circulaire qui parle de ça. Les mesures prudentielles spécifiques à la banque islamique. Donc pour l'instant, puisqu'on a admis qu'on va réglementer les banques islamiques dans le cadre des banques conventionnelles avec les mêmes lois, mais quid des mesures prudentielles? Quid des ratios? Ce ne sont pas les mêmes ratios qui s'appliquent à la banque islamique. Donc les ratios bas ne s'appliquent pas par exemple à la banque islamique tous. Donc est-ce qu'on va inventer, mettre en place des ratios qui sont spécifiques? Donc la question reste posée. Deuxième exemple, le provisionnement des créances. Est-ce qu'il y aura des règles spécifiques de provisionnement des créances? C'est un élément important aussi. D'autres points techniques, à savoir la reconnaissance dans la comptabilité des partages de pertes et de profits dans les cas de Mudaraba et Musharaka. Donc ce sont des questions épineuses. Dernière question, les frottements fiscaux. Donc il faudrait un cadre fiscal intégré qui est posé dès le premier abord du départ de cette expérience pour éviter qu'on revienne dessus chaque année à l'occasion de chaque loi de finances. Et je vous remercie. Pour cette présentation qui est dans le sillage de la première, dans ce sens où elle reste dans le contexte législatif, mais bien entendu avec beaucoup plus de détails concernant la gouvernance, concernant les normes prudentielles et comptables. Vu votre spécialisation, je vous en félicite. Mais bien entendu, comme je le disais au président de la SMECI tout à l'heure, nous faisons beaucoup de spéculations sur ce que Banque est en train de concocter. Ça aurait été très bien qu'il soit avec nous et on aurait peut-être réglé la moitié de ces questions, mais il n'aime pas trop intervenir, à moins que le président, que ce soit l'université qui les ait invités. Mais bon, tout cela c'est passager. On arrivera à un moment où on saura un peu plus où va le navire. Et c'est très bien d'être vigilant et alerte en tant qu'expert, mais en tant aussi que profession, expertise comptable, sur ce dossier. Chers étudiants et étudiantes, pour qu'on se réveille un peu, maintenant on va continuer sur cette lancée, mais changer un petit peu en écoutant un professionnel et un praticien qui va quand même nous ramener à la législation provisoire, transitoire des financements alternatifs, certainement de manière très critique, puisque c'est évident, mais il va aussi nous ouvrir l'appétit sur la stratégie des années à venir, stratégie de développement de son institution et de l'industrie naissante de la finance participative au Maroc. Donc c'est Khalil Benéolé, à toi la parole. Merci Fiat Rahman. Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, ce que je voudrais vous partager, c'est un petit coup d'œil sur le rétroviseur. La finance islamique n'a pas démarré avec le texte de
la recommandation 33G07 des produits alternatifs. Elle a bien démarré avant. Et pour votre gouverne, en 1991, si ma mémoire est bonne, c'est un parmi nous, était le chef projet du premier fonds en PCBL, chez la complainte avec gestion, qui n'avait pas respecté les 85, voilà. Et voilà, ça je vais y revenir. Donc là, par rapport à cette PCBL, qui avait l'ambition d'être islamique aujourd'hui, il ne l'est pas complètement, parce qu'il ne respecte pas les 3 screenings. Il ne respecte que le premier, celui de screening de la licéité de l'activité principale. Il en reste d'autres, il y a le taux d'endettement et également il y a la partie licite du revenu et de la liquidité. Bien avant ça, Siad Ahmed toujours était chef de projet en tant que la SNIFI, était chef de projet pour la création de l'Islamic Windows de l'ex-Wafa, donc avec ceux les Christianisme à qui il faut rendre hommage. L'histoire se rappellera de ce Christianisme qui a eu le courage de tenter de le faire, je pense que c'était en 1991, c'est bien savoir. Donc là, ce Christianisme dans l'histoire va se rappeler. Je me rappelle également un deuxième Christianisme qui est parmi nous aujourd'hui, notre doyen, c'est Omar Christianisme, auquel j'ai eu le plaisir d'étudier chez lui dans les fins des années 80, au Grand Maghreb, où il m'a donné cette première piqûre de finance islamique. Et je peux vous dire que cette piqûre, elle est dans la moelle épinière, parce que là, non seulement on est porté sur la compliance des produits islamiques, mais on est également porté sur la compliance de l'esprit islamique de la chose, de maqasid sharia, les muntajat islamiyya. Parallèlement à ce qui est en Mauritanie, il y a également, je me rappelle, un grand maître, un grand ami, dont parlait tout à l'heure ce matin, c'est-à-dire en Mauritanie. On avait des ulémas qui étaient pluridisciplinaires. Là aussi, j'en connais un Marocain cette fois-ci, qui a écrit de mémoire les premiers ouvrages d'économie islamique au Maroc. Et je parle d'un membre de la ici, c'est Dr Ahmed Lissan Haqqou, qui a écrit l'Ouasset sur l'histoire islamique. C'est un ouvrage qui lui a pris 20 ans pour le réaliser. Il a écrit également en 3 tomes cette fois-ci, le premier c'était en 2 tomes. En 3 tomes, il a écrit aussi Manhaj fi Intaj Sawa wa Istihlakiha. Et il a écrit également toute une série de Manhaj Iqtisadi fi Hayat al-Rasoul wa fi Khulafa'ih. Donc il y a un tome pour chaque khalifa, ainsi que celui de Abi Dawud al-Ghifari radiyallahu anhu. Et c'est un alim qui est alim de Qarawiyyin, certes, mais aussi c'est un docteur en économie qui a enseigné l'économie islamique à l'université de Fès. Et c'est un grand soufi qu'a connu le Maroc. Mais en tant que tentative, je dirais, de Bank-Maghrib, de manière réglementaire, de faire sortir un texte, c'était effectivement en 2007 où on a eu la recommandation des produits alternatifs. Et je dis bien alternatifs parce qu'ils ne sont pas islamiques. Et je suis très critique par rapport à l'appellation des produits alternatifs. On n'a pas le droit de nommer un produit mouladaha s'il ne l'est pas. On n'a pas également le droit de nommer un produit moudaraba s'il ne l'est pas. Si on voudrait faire une tentative, je dirais timide, pour jauger l'intérêt du marché et tout, il fallait éviter d'utiliser des appellations qui créent l'amalgame chez le client et qui lui poussent légitimement à exiger une certification sharia de ses produits, de ses contrats et de ses process. Chose qui n'était pas possible parce que, comme disait Serge, l'accompagnement juridique n'était pas suffisant et n'était pas du tout. Si suffisant, on ne pourrait pas certifier à des produits. Donc, résultat sur le terrain. L'ensemble des banques, des 3 seniors notamment, ils ont essayé de commercialiser les produits dits alternatifs. Ils ont fait dans l'apprentissage de la chose, ils ont essayé de faire de la mouladaha avec une société de financement pour les véhicules, pour l'EDM, qui ont ménage aussi,
Ils ont également essayé de faire de la moulabaha immobilière très proche de la moulabaha charia, mais avec des règles charia non respectées. Parce que le cadre législatif ne le permet même pas. D'ailleurs, même les contrats cadres, c'est-à-dire il y a des minima contrats qui sont exigés par l'autorité de tutelle, par Rukn, d'accord, qui faisait à ce que le contrat, par exemple, il est tripartite. Un contrat tripartite, dans le fond, ça arrive de la moulabaha, mais dans la forme, ça c'est une contrainte charia qui n'a pas été, une exigence charia qui n'a pas été respectée. Et dans la charia, on ne connaît pas quelque chose de 95% charia. Donc on est soit halal, soit il ne l'est pas. Point. Maintenant, il voulait choisir quelque chose qui s'y approche. Moi, je trouve que c'est positif. Ça a permis tout de même d'ouvrir l'appétit, mais également, le marché a payé un prix en matière d'amalgame d'image qui a été créé. Il faut avoir un regard sur le rétroviseur qui est tout à fait correct, tel qu'il est, sans état d'âme. Et assumer et prendre ses responsabilités pour faire les choses correctement. Ces produits n'ont pas marché pour aucune de ces banques. Mais tout de même, pour plusieurs raisons. Non seulement de conformité, parce qu'ils ne sont pas certifiés, mais aussi par rapport à la cherté de ces produits. Ils étaient très très chers à l'époque, ils ne le sont plus aujourd'hui. Mais tout de même, le groupe Tigéno-Famanque, il a osé pousser le curseur encore plus loin, en créant une filiale dédiée, qui est Dar Safa Itchenwi, qui n'est pas une banque, mais qui est une société de financement spécialisée, mais qui a eu, exceptionnellement de la part de la République en 2010, une autorisation spéciale de faire de l'activité bancaire, d'ouverture de compte, de la collecte de dépôts auprès du public, mais pas en son nom propre, mais en nom du groupe Tigéno-Famanque. Donc tout de même, l'expérience a permis d'avoir un réseau de 10 agences sur les 8 villes principales du Maroc, de réaliser un premier milliard en cours de moulabaha immobilière, ce n'est pas rien, en finançant un peu plus de 2500 foyers, conformément à leurs convictions, et également de faire un PNB qui dépasse les 27 millions de dirhams, avec quelques clients déposants hors de dossier de financement de plus de 4000 clients bancarisés, c'est-à-dire en matière de... ce sont des déposants bancaires. Bien sûr, des comptes qui n'ont pas d'intérêt, qui n'ont pas de valeur, et dont les pénalités à titre dissuasif ne sont pas intégrées dans le PNP, ça c'est un fait qu'on a en interne, mais qu'on ne peut pas écrire dans les contrats. Et ça aussi c'est une contrainte, je dirais, commerciale. Donc, je peux dire que ça a été tout de même courageux et encourageant. Courageux parce qu'ils ont défié les carences juridiques d'accompagnement, et courageux aussi parce qu'ils ont défriché un terrain tout à fait méconnu de la place bancaire au moment, et encourageant parce qu'aujourd'hui, on en est là. Si on en est là aujourd'hui, c'est parce que la démarche progressive de Banque Mouride les a rassurés. On a vu qu'il y a une institution qui a survécu pendant 4 ans et qui a tout de même fait 1 milliard de moulabaha. Et le plus important qu'a fait Dar Safa, au-delà de la production commerciale, ça c'est pas vraiment ce qui pèse le plus, mais c'est qu'elle a ouvert l'appétit sur le marché. Aujourd'hui, le Marocain, ça fait 4 ans qu'il entend parler d'un produit moulabaha et d'une institution dédiée, et ça a commencé à prendre. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a défriché le terrain en matière de partenariat. Il y a plus de 1000 notaires sur la place. Je peux vous assurer qu'aucun ne voulait entendre de moulabaha. Et lorsque les premiers contrats de moulabaha, ils ont été accouchés par des césariennes. Ah oui, j'en suis sérieux. Et on a continué à produire des contrats moulabaha dans la douleur pendant des années. Aujourd'hui, les 1000 notaires du pays, tous savent faire de la moulabaha, ou presque. Parce qu'on a fait les 2500 dossiers sur l'ensemble des villes des territoires. Ça, on a gagné. Je peux vous surprendre que la plupart des conservateurs refusaient de passer par la moulabaha. Et parce que même le cadre juridique, c'est une nécessité à faux. Parce que là, oser faire les choses sans cadre législatif verrouillé avec des circulaires clairs, c'était vraiment, je le souligne, courageux.
Il faut dire également que ce militantisme a dépassé les notaires, les conservateurs, les promoteurs immobiliers pour toucher aussi la direction générale des impôts. Et grâce à cette expérience pionnière, on a pu réduire la TVA de 20% à 10%. Aujourd'hui, ils considèrent la Mouabaha comme un financement. On a également pu neutraliser le double enregistrement qui dépasse les 4%. Donc c'était 8, maintenant ce n'est que 4. D'accord? À n'importe quelle transaction immobilière qui devrait être enregistrée. Et on milite toujours en compagnie de militants, Ferfan Badaji, Siflo, Tiani et d'autres, dans l'ensemble des sphères parlementaires, politiques, gouvernement, direction générale des impôts, des trésors, ministère des Finances. On est en train de militer pour annuler également la double enregistrement à la conservation foncière qui est de 1%, qui persiste toujours. Et autre chose à ne pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, il y a une expertise usine de traitement. Moi, c'est une blague que je vais vous raconter. Les premiers dossiers Mouabaha prenaient 3 mois pour qu'ils soient débloqués. Aujourd'hui, on a la capacité en interne de débloquer en 5 jours des dossiers complets. Même en France, on débloque en 15 jours. Moi, je parle de dossiers complets. D'accord? Donc là, la machine sait faire aujourd'hui. On a une expertise. On a des gens dédiés à la Mouabaha dans les plateformes de traitement, aussi bien de risque que de formalisation des garanties et de déblocage. Également, on a pu baliser le terrain en matière de réduction des prix. Les taux de profit annualisés, au départ, ils frôlaient les 12%. Aujourd'hui, on peut faire des Mouabaha à partir de 5,25 pour un fonctionnaire prélevé à la source conventionné. On a fait une réduction en 3 phases. Donc aujourd'hui aussi, ça c'est quelque chose de gagné. Imaginez s'il n'y avait pas cette expérience et ces 2500 dossiers qui ont été faits et il n'y avait pas cette baisse de prix qui a été faite, à quel prix seront pratiquées les premières Mouabaha des banques participatives? Je vous laisse répondre. Mais tout de même, il y a eu beaucoup de points, je dirais, d'amélioration qu'on n'a pas pu dépasser. La première, c'est qu'on n'a pas pu communiquer, pour des raisons évidentes. Également, on n'a pas pu avoir une certaine capillarité réseau, et vous savez très bien que le retail exige la capillarité réseau. Siwadi nous l'a déjà bien expliqué dans son exposé de ce matin. Et également celui de la certification Sharia, qui protège non pas seulement le client en matière de conformité, mais il protège aussi la banque en matière d'image. Et ça, on n'avait pas. On l'a pas toujours. Même si on a travaillé avec Cabinet Mahali et son partenaire CIFI, le comité indépendant d'action syndicale en Europe, on a travaillé sur les 15 déclinaisons de la Mouabaha immobilière et 3 sur l'automobile qui sont aujourd'hui conformes à la Sharia, mais qui ne sont pas encore déployés. Tenez-vous bien, le système d'information ne sait pas faire du halal. Que m'a dit tout à l'heure. Même les schémas comptables vont savoir faire du halal. Ben oui, parce que le système informatique qui coûte plus de 80 millions de dirhams ne sait pas éditer 2 chèques. Un chèque pour le vendeur, promoteur immobilier, pour pouvoir posséder, d'accord, et un deuxième chèque pour le notaire, pour débloquer. Il ne sait pas faire. Mais tout de même, on est en train de s'adapter. On pourra peut-être faire en manuel. L'essentiel, c'est de le faire. Si je vous raconte ces détails techniques, c'est pour vous dire que ce n'est pas si évident que vous pouvez le penser. D'accord? Mais tout de même, il y a tout un travail derrière, il y a tout un militantisme, et c'est pour cela que même si vous voyez que je suis très critique, et que je suis très militant de la vraie finance islamique, et du bon business model, je suis tout de même ludique, pragmatique, et je dis que l'expérience d'Al-Safa a été courageuse et encourageante. Donc là, par rapport à l'offre, elle a été limitée, et c'est tout à fait normal qu'elle a été limitée, parce que là, il faudrait une loi. Maintenant, la loi, comme nous a expliqué tout à l'heure Dr Balaji, il y a 6 produits, mais avec plusieurs déclinaisons possibles. Avec ces 6 produits, nous avons déjà préparé 36. 36 exactement. Ce sont des déclinaisons de ces 6 produits. Donc là, je voudrais vous parler pas du rétroviseur, mais là, du projecteur. En 5 minutes. Parce que le plus dur est déjà passé. Là, il n'y a que du bonheur. Là, on a parlé du labeur. Donc là, parlons du bonheur. Là, nous sommes très heureux d'être accompagnés par des confrères. Parce que c'est comme ça que le marché peut être fait.
Et même si nous avions une situation, je ne vais pas qualifier de monopole parce que nous étions les seuls à pouvoir demander à exercer. Les autres n'ont pas demandé, tout simplement. Donc, mais là, en ayant des confrères avec, là, il y a tout un marché qui prend. C'est très important. Donc, à travers ce cadre législatif, il y aura des agréments qui vont être octroyés. Et il y aura l'étoffement de l'offre par une trentaine de produits qui concernent aussi bien les financements que les services bancaires que l'épargne. Mais je souligne bien pour l'ensemble des segments. Et j'entends bien la corporate, y compris la PME et la TPE. Et non pas seulement le particulier professionnel. Donc nous sommes sur des projets de développement de réseau qui sont très ambitieux, sur des projets de secours, et également de Tchakaful Safa, et également d'un de CVN, même pour la gestion de la liquidité, que ce soit la nôtre ou celle des confrères de Inch'Allah. Et je termine sur les défis qui nous attendent. J'ai réfléchi longuement à cette partie des défis. Et j'ai vu que je peux la résumer en deux défis. Un défi marketing et un défi stratégique. Mais en pensant encore plus profondément la chose et en la documentant, je trouve qu'il y a un seul défi. C'est un défi de marketing stratégique. Et là, lorsque je parle de défi de marketing stratégique, je ne parle pas de l'opérationnel, de comment faire des produits. Non. Moi, je parle de positionnement produit. Je parle de la politique produit. Et même, je parle de plus que ça. Je parle d'innovation, pas seulement en matière produit, mais l'innovation de la solution financière de manière globale, y compris de la collecte des dépôts. Pas sous forme de compte d'investissement, ni de compte de dépôt à vue MNA qui sont des prêts court terme, à vue, que je vais mobiliser en Moulabaha à 25 ans avec un risque ALM incroyable, sachant que la banque conventionnelle, si elle veut faire ça, elle a l'air insolite pour le faire. Pourquoi? Parce que la banque conventionnelle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est de la création monétaire inflationniste en utilisant un agrément qui est donné par l'État pour collecter des dépôts qui sont logiquement à vue, mais qui ne le sont pas véritablement. C'est-à-dire que si aujourd'hui les Marocains viennent pour retirer leur argent des banques, ils ne vont pas les trouver. Parce qu'ils sont tout simplement déjà distribués en financement. Ça veut dire que la logique financière conventionnelle, elle est construite sur un calcul probabilistique de non-retrait de dépôts à vue. Si les banques islamiques acceptent de faire ça, moi je me demande comment je peux dormir le soir. Et surtout que même la banque conventionnelle, elle a développé des instruments. À travers la titrisation par exemple, elle peut dégager son bilan. Il peut encore se refinancer. D'accord? Et il y a d'autres mécanismes. Elle peut emprunter du marché monétaire. En banque islamique, nous n'avons pas ces outils ALM de gestion active-passive. Donc, adopter et épouser un business model d'intermédiation financière, non seulement je vois que ce n'est pas adapté à la finance islamique, mais je dis même plus que ça, c'est dangereux pour la stabilité des banques islamiques. Parce qu'ils veulent copier la démarche de banques conventionnelles outillées en instrument de gestion du risque de bilanciel. Ils veulent le copier, alors que Homa, ils n'ont pas ces outils. Ils ont une exposition frontale par rapport à ça. Mais là, lorsque je parle de défis de marketing stratégique, c'est de faire, je dirais, décomplexer l'esprit du banquier conventionnel pour faire le vrai métier banquier islamique, non pas par conviction religieuse. On ne peut pas convaincre les banquiers par rapport à des choses qui touchent, je dirais, à la religiosité. Mais on peut les convaincre en leur faisant des démonstrations de calcul de PNP. Et là, je peux vous rassurer que les calculs sautent. Parce qu'un promoteur immobilier, par exemple, pour que vous touchiez directement de quoi je parle. Un promoteur immobilier, je le finance à combien en conventionnel? 7%? C'est un mauvais risque. D'accord? Vous achetez paie. Plus. Minimum 100%. 300%. Minimum 100% que gagne un promoteur immobilier. Si je suis là, que gagner. Là, je gagne toujours quelques-uns. Là, on y va. Donc, il y a des promoteurs immobiliers qui ont ces marges
c'est parce qu'ils font de l'économie. La banque, si elle peut entrer en partenariat avec ce promoteur, au lieu de gagner 7% sur 2 ans, sur 3 ans, il y a 21%. On peut gagner notre part par rapport à la mise de 100%, de 150% et de 200%. Les calculs changent d'une manière catégorique. Et parlons même de la Moulabaha. Moi, je pense que celui qui a nommé le Moulabaha, le Sarifi et Amir al-Shira, s'il a le recul aujourd'hui, après 30 ans, il l'aurait appelé différemment. Parce qu'il est tout sauf de la Moulabaha. La vraie Moulabaha, le fiqhiyya, c'est quoi? C'est la déclaration du prix d'achat. C'est une vente qui est plus que honnête. C'est une vente qui est très éthique. Où je déclare ma marge bénéficiaire. D'accord? On peut le faire en tant que banquier. Mais comme disait tout ce matin Anas Hnaoui, ça veut dire quoi? Si j'achète en tant que banque, avec la philosophie d'une centrale d'achat, si je rentre sur un stock avec des promoteurs immobiliers structurés et organisés, je peux être le réseau distributeur par rapport à un projet qui m'appartient à 40%, à 50%. Et je ne gagne pas des marges de Moulabaha de 5,25, mais je gagne des marges de Moulabaha commerciales réelles de plus 60%, de 70%. C'est un autre business model. Et même en matière de dépôt, au lieu de m'exposer en ALM, je peux faire une plateforme de crowdfunding bancaire. Et là, je permets plus de stabilité pour ce type de financement. Et comme on a partagé avec Diana ce matin, pourquoi être figé dans le business model banque commerciale islamique? On peut faire de la banque d'investissement islamique retail, démocratisée. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour cette présentation très enthousiaste, enrichissante, précise, qui nous a ouvert les horizons sur ce que devrait ou pourrait être le financement participatif dans les années à venir, Inch'Allah, en sachant, en ayant tous la conscience que c'est une expérience qui va connaître ses soubresauts et son chemin chaotique, mais qu'il faut encourager, et c'est exactement ce que vous faites. Vous nous avez également, Sidi Khalil, nous présenter le rôle de Dar Safa dans ce processus de rodage, d'entraînement qui a eu lieu depuis donc maintenant plus de 6 ans, plus de 4 ans, et qui a effectivement ouvert l'appétit à beaucoup d'opérateurs potentiels au niveau du financement islamique. Il nous a même ouvert l'appétit à nous parce que je me demandais à ce que vous offriez une prime en dessous de 5,25 pour tous les présents dans cette salle. Vous ne l'avez pas fait. Je sais qu'en s'adressant à vous, on aura un bon traitement. Bien, je pense qu'on va passer au quart d'heure de débat suite à ces 3 interventions qui sont véritablement interreliées entre elles. Donc, 4 interventions. Effectivement, la première a été intégrée au niveau du débat au panel. Donc, nous avons en résumé une intervention sur le marketing stratégique des banques participatives islamiques, puis une intervention sur la loi, puis une intervention sur les règles prudentielles et les règles de gouvernance, les normes de gouvernance, et puis le retour d'expérience et la stratégie de développement futur. Est-ce que ça vous ouvre l'appétit à vous pour au moins des questions avant l'appétit pour demander des financements? De ce côté, mademoiselle, allez-y. Et puis c'est un moment. Je vous remercie pour cette présentation. So my question is first to Mr. Wa'il and also to all of you, because you were talking about perception in terms of how people perceive those products. But I was wondering that, do you think that the name itself is creating a stereotyped perception and creating prejudice because of the Islamic word? Because people generally, when they go to buy something, for example, if they go to get a non-Muslims go to get a product from an Islamic bank, that might give them the perception that they are buying something or belonging to a different religion than their religion. So do you think that if the word Islamic is to be changed,
would that change the perception of people and even the decision factors to buy those products? Thank you. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Marche. Alors, je voudrais simplement un petit peu rebondir sur ce qui vient d'être dit. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Peut-être changer de micro. La semaine dernière, j'étais avec qui a avancé le chiffre des banques marocaines conventionnelles. Avait quelque chose, si les souvenirs sont bons, au niveau des chiffres, 630 milliards de dirhams de dépôt et qui prêtaient pratiquement 535 milliards, etc. C'est-à-dire à peu près la totalité de leur dépôt. C'est incroyable. C'est incroyable, ce qui explique un petit peu la politique de minimisation des risques dans les autres engagements. Pourquoi? Parce que ça me fait penser un petit peu à la ville de Fès, où si chaque maison était isolée des autres, elle s'effondrerait. Mais quand tous, c'est un petit peu la situation des banques marocaines, parce qu'il y a un engagement incroyable, et pourtant, c'est un système qui marche. La preuve, c'est qu'ils l'exportent sur l'Afrique. Ils sont en train de l'exporter sur l'Afrique. Donc, je voudrais dire, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, c'est une question que je pose, au niveau du logement social, de baisser, grâce à ces formules de participation à l'investissement et à la construction avec des promoteurs, de baisser le coût du logement social. Parce que le logement social, alors si une banque peut faire ce test en premier lieu, c'est bien bas, ça va. C'est de baisser de 25 millions peut-être à 20 millions, etc. Et à ce moment-là, des crédits ne seraient pas lancés sur 20 ans, 25 ans pour pouvoir rembourser et donc que les gens ne deviennent propriétaires qu'à l'âge de 65 ans, à 70 ans, là. Donc c'était un petit peu une remarque. Et en même temps, je suis conscient que la première banque qui se lancerait sur le marché marocain donnerait l'exemple pour les autres. Sur le plan concurrentiel, il est important que la première banque qui se lancerait dans le Moulabaha ou autre serait la référence. Et donc, automatiquement, les autres suivront un petit peu le même modèle au niveau de la facturation, de la marge bénéficiaire, etc. Pourquoi? Parce que les gens qui vont acheter, qui vont à travers ces formules-là, vont certainement d'abord consulter au moins 2 ou 3 banques avant de trancher. Et donc, les normes seront dictées par la première sur le marché. Et j'espère que dans le SAFRA, puisqu'elle nous montre déjà patte blanche et que automatiquement elle a l'intention de respecter en même temps les principes de l'islam et en même temps de favoriser financièrement parlant le crédit logement, ben j'espère qu'elle pourrait sortir le plus vite possible sur le marché et proposer des produits avec plus d'humanisme sur le marché, surtout au niveau du logement social, qui est un grand problème au Maroc. Merci. Merci. D'autres questions? C'est la Merci, Monsieur le Président. Je voudrais avant pour rebondir. C'est bon? Oui. Rebondir par rapport à une remarque qui vient d'être dite par M. Khadi. À mon sens, justifier l'octroi de Moulabaha par un taux bancaire, un taux composé, par exemple, parce qu'on vient de parler, en fait, pas vous spécialement, mais tout le monde, on était en train de parler d'accorder Moulabaha avec un taux de 5, par exemple, de 5,25, etc. À mon sens, cette logique, il vient en contradiction
avec l'esprit même de Mourabaha. Je m'explique. En fait, ça va être un peu dangereux pour la communication sur le produit Mourabaha d'utiliser les termes du référentiel de la banque conventionnelle. Par exemple, si je pourrais accorder Mourabaha avec un taux de 5, par exemple, en taux composé, et ça va me donner en taux simple 50% ou 60%, je le dirais. Par exemple, si j'achète, si la banque achète un bien à 1 million de dirhams, il me le revend à 1,5 million, ben je dirais, j'aurai une marge de 50%. هامش ربحي 50%. Mettons simple. Mais par contre, si je dirais que j'achèterai, la banque achète un bien Mourabaha à 1 million, et il le revend, je dirais que je le revends à un taux de 5,25, et que ça va aboutir à 1,6 million, je crois que c'est comme ce qu'on parle dans le jargon commun du chinois, vous entendez des personnes qui disent c'est deux choses qui ne vont pas. Donc, si crédit, on reste dans la logique du taux composé, si c'est Mourabaha, on reste dans le hamish des prix. Et comme ça va être une très bonne chose au contraire pour la communication. Parce que si on fait le contraire, ça s'appelle Mourabaha c'est fini. Pour le consommateur commun qui veut s'éloigner, s'écarter de la finance conventionnelle, et on lui explique par le jargon de la finance conventionnelle. Donc, voilà. Merci. Très bien, tout à fait. En gros, c'est du marketing. Pas bien, ce que vous proposez, c'est bien ce que les banques font règlement entre nous, les taux d'intérêt. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe à la réponse? Yes, Jerry. It's kind of like a general question. It's not specifically related to this panel, but there have been a point that was mentioned quite a few times today with regards to the liquidity of Islamic banks, which reminds me of the concept of Islamic LIBOR. So, can any one of you explain to us the process of using this interbank? This Islamic interbank rates, how does it work? Because I haven't found many things about it, like a lot of documents that explain how it works, but I understand that there is some profit that will be shared. This profit will be based on what exactly? If they exchange money, I mean, Islamic banks exchange money among themselves, so what is that profit that will be shared? It's based on what? And what is the process in general? Thank you. La question est relative au marché interbancaire islamique et le taux qu'utilisent ces banques entre elles. Est-ce qu'il y a une autre question? Quatrième peut-être, avant de passer aux réponses. S'il n'y en a pas, moi j'aurais complété la question de mademoiselle qui a été adressée à Siwaki, mais qui en fait l'élargit aux 4 intervenants. C'est une question qui véritablement démontre que les 4 interventions sont reliées. C'est l'appellation. Moi, je suis tout à fait d'accord, je suis un des partisans de l'appellation banque participative avec ces axes-là, mais je le dis partout, pour les raisons même qu'il a citées. Ceci dit, il y a des gènes sur le plan marketing. Avant-hier, dans un club, on m'a posé la question, oui, mais bon, imaginez que si on les avait appelés les produits halal, est-ce que ça n'aurait pas eu un impact marketing supérieur sur la population? Bien entendu, je ne pense plus que ce soit possible aujourd'hui de les appeler produits islamiques et produits halal. Mais quelque part, aujourd'hui nous sommes dans une enceinte scientifique, nous nous interrogeons sur l'idée qu'un produit more appealing, halal, label halal, est-ce qu'il aura un impact additionnel chez les professionnels, chez les experts, chez les politiciens, chez les gens du marketing, ou non? Parce que lorsque Khalil dit dans sa conférence, attention, il ne faut pas titiller le client et le pousser à vous dire le certificat de produit. Il a raison, parce que si le client perd confiance, si le client n'a pas de visibilité, au meilleur des cas, il va se retirer. Au pire des cas, il risque de faire le buzz négatif. Donc, c'est bien, produit participatif, indienne, la cravate, etc. On a face à nous une population qui a sa culture,
qui a cette culture populaire, underground, et qui va parler de ces produits, et que ça va avoir un impact phénoménal sur l'attractivité de ces produits. Comment vous, chacun de vous, voit cette question de l'appellation et du marketing? Bon, on commence par l'ordre. Oui. Je pense que c'est une question qui est très pertinente et je pense qu'il n'y a pas de réponse binaire par rapport à ça. C'est une question complexe, donc la réponse doit être aussi soit complexe, soit nuancée. Moi, je veux dire, il faut qu'on observe ce qui se fait au niveau international par rapport à cette question d'appellation. C'est vrai que, comme l'a dit Belgique, Maroc, il a suivi le modèle de la Turquie, on peut pas les appeler participatifs dans la halal. Et on voit finalement que c'est une tendance aussi. C'est-à-dire que si on voit par exemple certaines banques des Émirats, ils ont choisi d'abandonner l'appellation halal à une appellation beaucoup plus profane, je dirais, donc qui ne met pas en avant l'appellation islamique. Mais bon, tout le monde sait, ils finissent, ce sont des banques islamiques, mais en termes d'appellation, en termes de marketing, ils veulent être beaucoup plus neutres par rapport à leur appellation. Exemple 4, c'est Adib. Donc Adib, donc maintenant c'est Adib au lieu de Baghdad islamique, en termes de marketing. Là, c'est un changement de paradigme. Maintenant, est-ce que c'est la bonne approche? Est-ce que c'est pas la bonne approche? Je pense qu'il y a plusieurs grilles de lecture. Une grille qui me semble intéressante, c'est qu'aujourd'hui, on a toujours imaginé la finance islamique comme quelque chose qui est un peu cloisonné. C'est l'industrie qui est l'aspect. Mais aujourd'hui, il y a des tendances de fond au niveau mondial. Quand on parle de produits éthiques, quand on parle de l'investissement socialement responsable, quand on parle de banking, d'adossement à des assets tangibles, aujourd'hui, il y a un mouvement qu'on peut exploiter au profit de la finance islamique. Et là, on avait eu la visite à notre laboratoire à l'école d'ingénieur d'un expert turc qui faisait le financement immobilier. Donc, il faisait quelque part des structurations de secours pour financer des projets immobiliers en Turquie et également aux États-Unis. Donc il avait des projets intéressants, des montages d'ingénierie intéressants. Et donc quand il est présenté appellation islamique et tout, il y avait un blocage. Pourquoi? Bon, le blocage, vous savez très bien, il y a des facteurs culturels. Mais par contre, quand il présentait ces mêmes montages avec des appellations qui étaient neutres, il y avait certains montages qui étaient financés, mais finalement c'était un financement qui était tout à fait conforme, c'est le même, sauf que il y avait un revue de terminologie. Parfois, ça bloque au niveau de la terminologie. Donc là, on peut déjà un peu différencier entre le retail et le corporel. Donc, sur le corporel, je pense qu'on peut enlever l'appellation parce que le corporel, ce qu'on a remarqué, plus on monte dans la tête d'entreprise, en tout cas, plus la sensibilité à des noms religieux devient moins importante, à moins que ce soit une entreprise avec un fondateur, donc il influence. Donc, par contre, sur le retail, il y a l'aspect halal. C'est un argument, je pense qu'on ne va pas y échapper. Et dans ce cas de figure, qu'on l'appelle islamique, on l'appelle islamique, je pense, à mon sens, c'est pas des choses que ça ne va pas changer énormément d'un point de vue comportement du consommateur, parce que les gens, par exemple, ne savent pas, ils savent que, on ne dit pas que c'est une banque islamique ou une société islamique, ils savent que le sous-placement, c'est un sous-placement islamique. Donc, je pense que c'est pas quelque chose qui aura des capacités pour l'aider. La réponse est claire. Merci. Les autres intervenants sur cette question, mais là aussi, أنا عندي بعض المداخلات. أنا أولى القضية ديال التسويق. تقديري أن البنوك اللي غادي تفتح هي اللي خصها تقلب على أسماء تسويقية. هي اللي خصها تقلب تجتهد شوية وتعمل شي أسماء ديالها اللي أما قضية إسلامية لا ولكن كاينه مثلا انا بالنسبه لي بنك المعاملات مثلا هذا مثير حتى هو واحد اللفظ اللي وهو شعبي وعنده واحد على سبيل المثال قضيه ديال تسميتها بالاسلاميه مثلا السعوديه دوله كتطبق يعني الشريعه ممنوع شي بنك يسمي نفسه اسلامي ما كاينش لا يوجد لا يوجد كلها مسميه بالاسماء ديال اصحابها هذا بنك الراجحي كذا فهمتي الوطني الى اخره يعني وهنا كنزيد واحد سميتو ما سجلتوش قبيله ولكن عندي هو الاخطاء والمشاكل اللي توقع وشار لها السي خليل ملي
ملي كنقولوا التجربه الفعليه حيت البنوك هذه التشاركيه والاسلاميه هي اجتهاد بشري في نطاق المرجعيه الاسلاميه. الا سميتي التجربه الاسلاميه وقعت اخطاء الناس غادي يقولوا الاسلام ما قدر على والو. خلي الاجتهاد البشري ينجح ينجح، لان هذا اجتهاد، هذا ماشي شي مسائل اللي هي يعني نصيه او لا ضروري فيها تسميه. الاشكال اللي عندنا حنا عاوتاني خصنا نفهموه هو الاشكال ديال الازدواجيه التشريعيه. عندنا ازدواج في المغرب وهذا من البلدان الاسلاميه، عندنا ازدواجيه تشريعيه، عندنا مرجعيه ديال القانون الوضعي الحديث وعندنا مرجعيه في واحد العدد ديال القوانين ديال الشريعه الاسلاميه. في المغرب عندنا على الاقل واحد 10 ولا 12 قانون المرجعيه ديالها اسلاميه، قانون العقاري، قانون مدونه الاسره، سميتو الوقف، الاطفال، كفاله الاطفال الماليين الى اخره. على الاقل واحد 10 يعني الحسبه، ديوان المظالم، ديوان الوصيه، هذه كلها مرجعيه ديالها في الشريعه الاسلاميه. ولكن بقيه القوانين فيها مرجعيه وضعيه. لذلك لو كانت مثلا بحال دوله بحال السودان عندها مرجعيه وحده ما عندهاش اشكال، علاش؟ كتقول بنك كذا، انت هذا المشكل، انت ماشي مضطر باش تسميها اسلاميه. علاش؟ لان كاينه وحده ديال المرجعيه التشريعيه. واحد القضيه اخرى اللي اشاروا لها الاخوان هو عفوا نسجلت هذا الشيء هذا ولكن نهارني يعني على كل حال الى عرض القسم التي نرجع لها. في المرابعه شار لها السي خليل وشار لها السي كنظن السي عمر والصباح عاوتاني وتيرات، هي العقود المركبه الجديده. جوج العقود عندنا، عقد المرابحه للامن والشراء وعقد الكراء المنتهي بالتمليك. هذه عقود مركبه وهي عقود اجتهاديه وقع فيها واحد الاجتهاد. الاشكالات اللي تتوقع فيها وكيشار لها السي خليل راجع لها هذه المساله، ولذلك حتى الفتوى ديال المجمع الفقهي اللي كيرجع يعني تحت المظله ديال منظمه التعاون الاسلامي كيعمل لها واحد الشروط كثيره يعني كيطلب من المتعاملين اذا ما كانوش يعني واقفين عليها ما يستعملوهاش حاجه اخرى. ولذلك انا في التقدير ديالي السي خليل هنا الابراج التشاركيه بما انها ماشي هي بحال الابراج الاخرى خصها تفكر مستقبلا تكون عندها يعني تابعه لها شركات تجاريه كبرى ديالها. نهار اللي غتولي تابعه لها الشركات التجاريه انا شخصيا كفاعل يعني الا بقيت والله ماني الا بقيت، ولكن هذا كنت كنفكر فيها ولكن ما بقيتش نقدمها. علاش؟ لان ما كاينش هذا الشرط. غادي تكون عندها يعني شركات تجاريه كبرى نحيدوا هاد جوج التسميات ونعملوا البيع بالاجل نخرجوا من الاشكال. نظرا لانه هذه القضيه ديال البيع بالاجل كيخص الانسان يكون مالك، يعني البنك مالك وهو غير مالك، اذا كنضطروا نعملوا المرابحه للامن بالشراء وكنضطروا نعملوا الكراء المنتهيه. وكاينه تجربه في الكويت في السكن ان بيت التمويل الكويتي هو البناء هو الناجح. ملي كيكون مالك ما كنبقاوش مضطرين لقضيه المرابحه الامن بالشراء او الكراء المنتهيه بالتمليك، كيبيع مباشره بالاجل. شكرا. Juste un petit complément par rapport à la première question, je pense que l'appellation participative est salutaire. Si on aurait retenu le banque islamique, je pourrais vous garantir que le projet aurait été tué dans l'œuf. Parce qu'il y a des lobbies qui sévissent encore, qui s'en rendent l'expérience. Pour vous parler d'une petite anecdote qui a été citée par un expert britannique,
On lui a demandé pourquoi l'expérience a réussi en Grande-Bretagne. Il a répondu, c'est parce que dans le mot Islamic Finance, c'est le mot finance qui a fait le dessus. Et on lui a demandé pourquoi en France ça n'a pas été réussi. Il a dit parce que c'est islamique qui a fait le dessus. Donc islamique c'est très bien, le référentiel est là, mais banque participative ça arrangerait tout le monde et ça créerait un consensus qui permettrait donc de dépasser un gap idéologique sur la question. La dernière question concernant la liquidité des banques islamiques. Donc pourquoi ça se pose avec une équité? Tout simplement parce que le modèle de fonctionnement de la banque islamique n'est pas comparable à celui de la banque classique. La banque islamique puise le maximum de ses ressources des dépôts des investisseurs. Donc c'est généralement des petites banques, même à l'international, c'est des petites banques, petites filiales, donc qui ont un petit capital, mais le maximum de la ressource, c'est les fameux dépôts d'investissement. Or, les fameux dépôts d'investissement, je pose un problème. C'est quoi? C'est le problème de retrait. Donc je ne parle pas des dépôts ETA parce que le retrait se fait du jour au lendemain. Donc je vous donne mon argent, demain j'en ai besoin, donc je la prends. C'est un compte courant. Le dépôt d'investissement, vous avez les dépôts d'investissement restreints et non restreints. Et généralement, la grande majorité, c'est les restreints. Donc je vous le donne pour 3 mois. Vous me rémunérez sur 3 mois. Donc ce qu'on appelle le risque commercial déplacé, il existe toujours. C'est quoi? C'est le risque qu'un déposant retire du jour au lendemain sans argent. Donc pour parer à ce risque-là, les banques elles sont obligées d'avoir de la liquidité pléthorique, je dirais. Donc quand vous prenez l'actif d'une banque islamique, vous avez le cash qui est prépondérant par rapport aux actifs, monétaires, les financements, etc. Et ils sont obligés de le faire, sinon il y aura un risque systémique qui va courir donc, sur toute l'activité bancaire. Si vous permettez, juste pour compléter un petit peu sur le problème de liquidité, la formule, à ma connaissance en Malaisie, c'est que les banques, ils participent à un fonds de sécurité. Ils le déposent auprès de la Banque centrale. La Banque centrale, elle va se dépôt en tant que mandara. Et elle va placer une partie de cet argent dans des opérations. Et en même temps, cela donne la possibilité aux banques qui sont en difficulté sur le plan de liquidité de faire des retraits à l'intérieur de l'année. À la fin de l'année, on fait la comptabilité un petit peu de ce qui a été retiré. Et donc, les banques qui ont retiré le plus d'argent, d'abord, elles sont pénalisées sur le plan de la redistribution des bénéfices de ce fonds. Et les banques qui, au contraire, sont excédentaires, ont déposé, n'ont pas de recours, elles reçoivent une rémunération de leur fonds. Et donc, c'est une solution parmi d'autres. Je ne dis pas que c'est la solution parfaite, mais c'est une solution qui est vraie. C'est juste de ça, il y a une instance internationale où il y a une dizaine de banques islamiques avec la IDB et des banques du Luxembourg qui qui constituent cet embryon de marché interbancaire islamique. La parole à Sidi Khalid pour juste pour compléter par rapport à ça, c'est une bonne solution. Mais il y a une autre solution, et ça dépendra du bon vouloir de Banque Norée. C'est au lieu de créer des bons de trésor à l'intention du marché classique, il pourrait créer des sukuk souverains à l'intention des banques islamiques. Donc le cadre légal est là. C'est l'une des raisons qui a permis d'accélérer la sortie des sukuk. Parce que les banques ont besoin de cette liquidité, je dirais, souple. Pour terminer, parce que nous sommes largement en retard. Donc là, il y a plusieurs questions qui ont été posées. Je vais répondre en ordre très rapidement. Là, je commencerai par l'appellation islamique et également du branding halal. Est-ce que ça pourrait être plus vendeur vis-à-vis des clients en ayant un label halal? Et est-ce que l'appellation islamique était la plus appropriée ou participative? Moi, je dirais que l'appellation islamique me ferait peur en tant que banquier islamique. Et que j'aurais, en toute sincérité, préféré démissionner et
et vendre n'importe quoi pour pouvoir vivre, plutôt que porter sur le dos cette responsabilité de dire que ce que je suis en train de vendre est islamique. Et je l'explique pourquoi. Parce que je reste tributaire de la vie personnelle d'un Ali. إذا اجتهد وأصاب له أجرين وإذا اجتهد وأخطأ له أجر. والمصيبة وأنه إن لم يجتهد on le paye tout de même. Et très gracieusement. Et ça me fait peur. Et lorsqu'on voit le résultat, et là je vais saluer l'intelligence des législateurs marocains de faire un sharia board central, d'accord, qui fait des choix, soulignons-le, à l'unanimité, et non pas qu'on fait un sharia board où le Ali, il dit, où le sharia board dit qu'on a voté que tel produit est conforme à la sharia, avec 9 votes sur 10, il y a une réserve de Cheikh Foulen qui a fait la réserve par rapport à X, Y, Z. Et j'ai demandé à l'un des ulémas qui vont siéger dans ce conseil sharia par rapport à ce point. Je lui ai dit, mais attendez, qu'est-ce que je devrais comprendre de cette unanimité? Parce que là, c'est quasiment impossible. Il m'a répondu et m'a rassuré que si on n'a pas l'unanimité sur la conformité d'un produit, on demande aux 5 experts de revoir leur copie. Tout simplement. Parce que ma crainte, c'était qu'il y a une décision, que c'est halal et point, que personne n'en parle. Mais non. Le législateur marocain, ou le ministre ennemi, elle a. Oui. لا مش من حلال حرام تعطي لهذوك الخبراء كيما عاود دير الكوبي ديالها عاود خدمها اي الا ما كانش l'unanimité. Voilà. S'il y a unanimité, c'est une vraie unanimité. S'il n'y a pas unanimité, ça ne passe pas. Et on demande aux experts de revoir leur copie, et j'applaudis très fort cette manière de faire. En toute sincérité. J'étais très rassuré. Tellement j'étais vigilant par rapport à ça. Maintenant, soyons ludiques. Le Conseil supérieur des ulémas a l'exclusivité de choix din, que ce soit ibadat ou mu'amalat ou la ghayra. D'accord? Mais les clients, ça fait on a 38 millions de frères. Ah oui, pour les gens qui travaillent sur le marketing financier islamique, s'ils n'ont pas compris ça, ils n'ont rien compris. Ne n'en parlons pas. Parce que là, on va trouver le plombier, avec tout mon respect au métier du plombier, qui va te parler des détails de construction de ce choix sur le sisma. Et je sais de quoi je parle. Je suis en contact direct avec les clients et nous avons fait une enquête qualitative, et non pas quantitative, qualitative. Nous avons fait des focus clients, plus d'une cinquantaine de focus clients, avec tous les segments, et on a touché vraiment tous les segments. Et là, lorsque tu entends parler des Marocains, le Maroc profond, par rapport à la finance islamique, tu revois toutes tes copies. Classe, en parlant de référents religieux, كل منطقة عندها الريفérent ديالها. واش ديالها. On ne va pas nommer les gens. Sous, un dôme dialogue. Heureusement qu'il est bon. Il sait même sérieux. Ah oui, je suis sérieux. Et attention, et là c'est une grossière erreur de la part des Marocains, c'est culturel, c'est religieux, surtout culturel au Maroc, c'est ils tirent la référence religieuse dehors du Maroc, en Moyen-Orient. En Arabie Saoudite, avec des ulémas, avec des courants qui ne sont pas les nôtres, avec des doctrines qui ne sont pas les nôtres, et ne sont pas Ahl Beled. Alors que في الفتوى تكون Ahl Beled. إلا ما تفهمش علاش تهضر. باسكو الحكم على الشيء يفرع من تصوره. ولا ما كانش كاين 12 étapes dans la construction de الفتوى الشرعية، منها une étape cruciale qui est تحقيق المناط. تحقيق المناط, tout simplement, ça veut dire savoir de quoi on parle. Et c'est là où le bas blesse. Parce que lorsqu'on voit les expériences du Moyen-Orient et surtout de la Malaisie, où il y a vraiment un laxisme horrible
ou Be'ina faisait un tabac. Et aujourd'hui, en essayant de revenir sur ça, ils sont frileux. Parce que c'est comme si on va dire aux clients, nous vous avons déjà dupé il y a plus d'une dizaine de vingtaine d'années. Et même le tawarruk. Et le tawarruk a fait non, ah oui, fait c'est pas pour le base. Mais c'est un fait. On dit que les normes sharia sont standardisées et qu'il y a la Wi-Fi comme norme. Et aussi qu'il y a une norme de tawarruk. Et lorsqu'on a des secours d'investissement à capital garanti, pour être chic, on va dire protégé. Et pour ne pas dire, on dit bien qu'il y a un obligatoire. C'est n'importe quoi. Et ça se commercialise au nom de l'islam. Est-ce qu'il y a un tas de règles? ماشي بالوعاء لان بالمروءه ما خصنيش كاع نسميها اسلاميه حتى تكون effectivement en tant que tel. Et du moment que cela revient à des êtres humains, comme a dit Sibélagie et autres, pourquoi نحملوا هذه المبادئ الاسلاميه ونحملوا الدين شي حاجه اللي ماشي في المسؤوليه ديالو هو on doit se conformer aux règles de la charia, mais ça c'est un terme bateau. Lorsqu'on voit dans le détail شنو تقول الشريعه في واحد الامر تلقى même هذاك السيد اللي تيتكلم عليه ما فهموش مزيان. On commercialise des ripoux islamiques, on va dire, des ripoux, et certifiés avec des noms de ulama اللي تهز له الارض بعلمه وعلماء الصح وضابط امورهم. Donc là, pour vous dire بانه هاد les 5 experts cassés de législateur marocain قمة الذكاء وفي النجاعة, où je trouve que l'expérience marocaine sera une très très bonne expérience. Il faudrait qu'on fasse confiance au travail de ces 5 experts qui ne sont pas tous des ulama. Ce sont des gens qui ont cette capacité, d'accord, de traduire pour les ulama qui sont neutres par rapport à leur avis et qui ne sont pas payés par des banques. Ils vont leur donner une image fidèle de la réalité. Un faqih, alors lorsqu'on lui parle de créer donc mulabaha, il dit qu'il faut تتكلم. même خطاب ضمان يقول لها تهضر. ما كايناش هدف في بدايه المجتهد ونهايه المقتصد. دونك لا كاين الماليه الحديثه اللي خصها تشرح لهاد العلماء بشكل دقيق ويقوموا بهذه المهمه هاد الخبراء. في هذه الحاله هذه je pense que le Maroc pourra être un bon modèle en matière de merci. Sur ce dernier point, c'est-à-dire le rôle que nous avons trouvé dans ce comité, si on pouvait l'appeler, ça ne s'appelait pas comme ça, le comité chez Al-Kab Mouchalaka en 1996, j'avais justement ce rôle difficile et cette responsabilité d'expliquer à deux ulama qui ne savaient pas lire un bilan ce qu'il y avait dans ce bilan. Mais ça a bien fonctionné pendant quelques années. Je suis aussi d'accord avec toi sur l'exception marocaine concernant le comité Sharia, mais je ne suis pas d'accord sur le consensus. Je suis anti-consensus parce qu'il va être bloquant et il ne donnera pas de dynamisme au secteur bancaire. Et tu nous étonnes toujours, tu es un banquier, tu es anti-liberté des banques, mais bon, j'espère qu'il ne sera pas bloquant. النقطة الأخيرة اللي نختموا بها هذه الورشة هي وإن كانت هذه ماشي ندوة التوصيات إنما يمكننا نفهموا بأنه هذه القضية ديال التسمية اللي جمعت بيناتكم أنتم الأربعة بطبيعة الحال التسمية ديال البنوك الإسلامية غير مواتية والتسمية ديال المنتوجات الحلال ربما مستهجنة رغم أنها تستعمل الآن في اللحم وفي الأطعمة ربما تكون شي تسمية ديال مطابقة للشريعة على الأقل راه كاينة في القانون. حتى شي واحد من المشرعين يقول لك لا هذه جديده راه كاينه في القانون مطابقه للشريعه منتوجات مطابقه للشريعه وربما الحيطه واحد يديك تسعى للمطابقه للشريعه لانه ما يقدرش يجزم هو في البروسبيكتوس كوميرسيال ديالو انها مطابقه للشريعه انما خص واحد شويه الهندسه تسويقيه انجينيري ماركتينغ تشوف شي كلمه تسويقيه اللي تطمن الناس راهم ما غادي يطمنوش ولو كيعرفوا دار الصفحه شكون هي ولو كيعرفوا كذا خص واحد لابيل ماركتينغ اللي يخدم على لو سوبليمينال ويقول لهم بانه هذا قريب للقلب ربما الكلمه ديال الشريعه بلا نسميوهم بالشريعه هذا هو الشريعه ما كاينش اللي يمنعك فيها المدير في القلب. طيب شكرا لكم سيدي الناس بغا يدير شي اضافه كنظن عاد لازم تابعنا مازال ولا شهر فيها مداخلتي الله يخليك. Ça concerne juste une mondialisation. J'ai assisté dernièrement à une table
Et la conclusion à laquelle nous sommes arrivés, c'est de dire c'est des banques sharia compliant. Ni les appelés islamiques, ni participatifs, parce qu'ils ne sont pas participatifs, ni alternatifs, ils ne sont pas alternatifs. Et il y a aussi, il n'y a pas seulement que les produits. Parce que si on prend une banque qui n'utilise que les produits qui sont conformes à la charia, peut-être l'activité n'est pas conforme à la charia. Peut-être je vais financer une usine d'alcool. Ça ne devient pas, ça la sort d'une banque islamique. C'est pour ça qu'ils étaient, disons, jaloux pour cette question d'islamique, parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas que seulement les produits. Il faut que même l'activité, cette procédure aussi, puisse être conforme à la charia. Et la conclusion, c'était de sortir à l'échelle internationale un logo sharia compliant comme c'est des autres choses. كاين واحد القضيه خصنا ناخذها بعين الاعتبار في المجتمع المغربي دائما كاين الاسم القانوني وكاين الاسم الشعبي. فهمتي؟ الاسم الشعبي اليوم يعني ملي كيتكلم على البنوك الاسلاميه خليه فهمتي هو خدام بهذيك الطريقه ديالو. اللي كيخص هو تكون المنتوجات تكون جيده. وشوف دابا حتى في دابا نعطيكم واحد المثال في الاحياء عندنا واحد الحي في الرباط 30 سنه هذه الدوله مسميه حي الفرح، ولكن الاسم الشعبي دوار الحاجه. الا تسول شي واحد ساكن فيه يقول حي الفرح يقول ما عرفتش. Je passe la parole donc au modérateur du panel suivant, Sidi Abdel Rahman Mardaoui, pour les aspects comptables et fiscaux avec 2 interventions.